soutient le Shift Project et a aussi un tas d'initiatives dont parler au public. La semaine prochaine, je vais à Vichy parler devant des universitaires. Voilà, donc on parle de décarbonation, on parle de planète, on parle de choses très intéressantes et surtout extrêmement importantes pour notre avenir et peut-être, bon, on est de la même génération, donc un peu plus encore pour l'avenir de nos enfants. Vous reconnaîtrez ici une référence qui nous est commune à M. Jacques Dutronc. Donc le climat et moi, on y pense, il y a la COP, on oublie. Alors, allons-y et commençons par parler du changement climatique. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le changement climatique, mais franchement, quand on voit les sous-vêtements féminins, comment peut-on imaginer qu'il n'y a pas un réchauffement climatique ? De façon un petit peu plus sérieuse, quand on voit la courbe des températures depuis 2000 ans, on nous parle d'une période médiévale qui était douce, on nous parle d'un petit âge glaciaire. Regardez les températures moyennes. Est-ce qu'on n'aurait pas par hasard un problème sur les toutes dernières années qui sont sur la droite ? Regardons la France sur les dernières années. Bon, je pense qu'il n'a échappé à personne qu'il a fait un peu chaud cet été. 2022 n'est pas encore sur la courbe. Ici, on a l'anomalie par rapport à la moyenne des 200 dernières années. Est-ce qu'on n'a pas un petit problème sur la température moyenne ? Alors, ça n'est que 2 degrés de différence en moyenne. Donc, on peut se dire, tranquille, j'enlève un pull. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Mais avant, peut-être comprendre le problème. La climatologie, c'est vraiment très complexe. On peut la simplifier, mais ça reste très complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations, souvent des problèmes de compréhension. Bon, prenons les choses de façon assez simple. On est sur la Terre, notre énergie, elle vient du Soleil. Il n'y a pas d'autre source externe à la conservation de l'énergie. Tout ce qui est sur la Terre, il reste à peu près. Donc, si ça se réchauffe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, comment ça marche, le Soleil ? Généralement, il envoie des rayons. On a la chance d'avoir une atmosphère qui nous protège des ultraviolets. Une partie repart vers le ciel, enfin vers l'univers, et le reste arrive sur la Terre. Une fois que ça arrive, ça chauffe, ça évapore, ça fait tout un tas de choses, et ça remonte. Pourquoi ? Parce qu'un corps chauffé, ça émet des infrarouges, donc il arrive des ultraviolets, il repart des infrarouges. Et s'il n'y avait pas une atmosphère avec un certain nombre de gaz, on serait à moins 18 degrés. La Terre en moyenne est à 15 degrés. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a des gaz à effet de serre qui ont la bonne idée d'absorber les radiations infrarouges. Pas les ultraviolets, mais les infrarouges. Donc ça passe à travers, ça arrive sur la Terre, ça repart, et là, ça reste un peu. Et donc il nous reste de la chaleur, il nous reste de quoi augmenter de 33 degrés, ce qui nous permet d'avoir une température relativement clémente, quoique à 33 degrés de moins, on ne se sentirait pas bien. Le problème, il est sur CGES. La vapeur d'eau, c'est stable, c'est le principal gaz à effet de serre. En revanche, les autres qui sont le CO2, le protoxyde d'azote, le méthane, il y a un certain nombre de gaz beaucoup moins importants. Ceux-là, ils sont fabriqués par l'homme ou ils sont sortis de terre pour être mis dans l'atmosphère. Et là, forcément, le nombre de GES augmente et la température augmente en conséquence. Plus de chaleur reste sur la Terre comme une couverture. Alors, 2 degrés, so what ? Après, ça peut monter, 3, 4, 5 degrés, pourquoi pas ? On peut se dire, c'est pas très très grave. Alors, on va rétro-pédaler. Il y a 20 000 ans, on sortait d'une ère glaciaire. Enfin, on était, au plein milieu d'une ère glaciaire. On a mis 10 000 ans à en sortir. Il y a 20 000 ans, il y avait 3 km de glace en moyenne, enfin entre 2 et 5 km de glace. Non seulement au Groenland, mais sur tout le Canada, sur toute l'Europe du Nord, sur tous les pays nordiques. Ça allait jusqu'à Berlin. Il n'y avait plus d'Écosse, sous 3 km de glace. Cette glace, elle venait de quelque part, enfin c'était de l'eau qui venait de quelque part, des océans. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, 120 mètres. Donc la Manche, pas un problème pour envahir l'Angleterre, mais il n'y avait pas grand-chose à y prendre. En France, 100 000 personnes à peu près pouvaient y vivre. C'était le climat de la Sibérie et ça ne dégelait jamais 50 km au-delà de la Méditerranée.
Et ça, c'était, à votre avis, avec une différence en degrés de combien? En moyenne? Un petit peu plus. 5 degrés. Température moyenne a augmenté de 5 degrés, on est passé d'un truc gelé à un climat finalement qui est assez doux pour nous. Donc quelques degrés, ça n'est pas rien, ça a d'énormes impacts. Alors lesquels? C'est là où c'est plus compliqué. Si notre température augmente, on s'en est aperçu cet été, il y a de temps en temps quelques vagues de chaleur. Évidemment, ce sont des phénomènes extrêmes, évidemment, il y en a toujours eu. En revanche, ce que nous disent les scientifiques, il y en aura de plus en plus, et ça sera de plus en plus fort. Si on avait dit il y a 30 ans, il va y avoir 40 degrés à Londres et les forêts bretonnes vont brûler, comme vous, j'aurais dit, il a bu, etc., c'est un fou. Et pourtant, c'est arrivé cet été. Et ça, c'est notre nouveau normal. Il faut s'en rendre compte, ça arrivera encore et encore plus fort. Sécheresse et vagues de chaleur, bon, vous connaissez l'histoire. Du coup, il y a un peu moins à manger. Alors nous, ça va, il nous en reste. Quelques problèmes d'approvisionnement, des tensions sociales. Et derrière, ça peut dégénérer un peu. Nous avons ici quelqu'un qui vient de Tunisie. Il y a eu le printemps arabe avec un certain nombre d'événements qui ont été quand même très marquants. Alors, ce n'est pas forcément la seule cause. Néanmoins, il y a eu avant la crise de 2008, il y a eu donc moins de tourisme, il y a eu des problèmes de production de blé un peu partout dans le monde, le blé plus cher, moins d'argent, ça veut dire que les ménages moyens n'arrivaient plus à manger à leur faim. Et les premiers problèmes sont aussi arrivés parce que, comme à la Révolution française, quand on n'a plus trop à manger, on n'est pas content. Donc, quelque chose qui peut vraiment, vraiment avoir des conséquences difficiles. Alors, vous connaissez le problème, bon, on a le Beaujolais, on a la vigne. Il fait plus chaud l'hiver, du coup la végétation déborde plus tôt. Les vagues de froid qui arrivent en avril, il y en aura encore. Et évidemment, quand ça arrive sur une végétation qui a des bourrées, adieu les bourgeons, adieu les fruits. Et adieu notre bon pinard. Pour les assureurs, eux, ils rigolent pas du tout. L'argile, lorsqu'il y a beaucoup de sécheresse, donc rétractation, à peu près 10%, puis ça regonfle après. Après 2 ou 3 accordéons comme ça, dans les maisons, vous avez des fissures, ça devient inhabitable. Et surtout pour le monsieur de Castres, président d'Alta, ex, je crois, pas drôle du tout, pour lui, les maisons deviennent inassurables. Et c'est pas la seule chose qui soit inassurable. On a de plus en plus de méga-feux, j'en ai parlé tout à l'heure. L'hiver, les scolytes ne sont pas tués par le froid, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent vivants, ils se reproduisent. Arrive le printemps, miam miam. Les arbres, ça tombe bien, l'année d'avant, il y a eu une bonne sécheresse, donc ils sont un petit peu faibles. Les scolytes se régalent. Les forêts dépérissent, et donc un certain nombre d'endroits, dans les Vosges et ailleurs, ça ne se passe pas très très bien. Bon, j'arrêterai après, mais je crois quelque chose, 2 points encore, sur les conséquences qui sont très dramatiques. Le premier, c'est la montée du niveau des océans. Elle est très lente, donc c'est pas pour nous, c'est pas pour la génération d'après. En revanche, quand on commence à parler de 50 cm, dans 2 siècles, ça sera probablement plusieurs mètres. Ça dépend un peu de ce que l'on fera. Mais si tout le Groenland fond et l'Antarctique de l'Ouest, on se prend à peu près 18 mètres. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas demain, mais on a des zones qui, dans les médias, deviennent inassurables, parce que ce qui est arrivé à personne dans l'Ouest, avec les grosses tempêtes et les submersions, ça arrivera encore. Parce qu'un certain nombre de pays sont des situations compliquées. On connaît un peu les Pays-Bas, ils sont bas, effectivement. Donc eux, ils veulent mieux pas que ça monte trop, ils sont déjà en dessous du niveau de la mer. Et puis, là on parle de nous, de nos pays riches qui ont des moyens. Les choses sont extrêmement différentes quand vous commencez à parler
le pays avec plus de difficultés, quand vous parlez de l'Égypte avec le delta du Nil, quand vous parlez de l'Asie du Sud-Est avec le delta du Mékong, toutes ces zones où l'eau remonte, ça salinise, ce sont les zones les plus fertiles du monde, donc il y a moins de culture, etc. Donc on rentre vraiment dans des engrenages qui sont assez pénibles et que l'on aurait intérêt, ça sera la dernière mauvaise nouvelle, mais je crois que c'est important de mettre un peu les enjeux sur table. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a. On a 1,1 degré d'augmentation moyenne de la température. En jaune, vous avez les zones dans lesquelles les conditions de chaleur et d'humidité sont mortelles un certain nombre de jours dans l'année. Qu'est-ce que ça veut dire une condition mortelle? C'est-à-dire que la température humide, qui est une combinaison entre la température et l'humidité de l'air, dépasse 35 degrés, en gros la température du corps, parce qu'au-delà, vous ne pouvez plus transpirer, et donc vous restez 2 heures dehors, vous êtes mort. Déjà là c'est embêtant, mais imaginons 2,7 degrés de plus, c'est ça. Vous voyez les zones rouges, alors à part l'Amazonie, toutes ces zones rouges ont la mauvaise idée d'être des endroits extrêmement peuplés. Regardez l'Indonésie, ça veut dire des endroits où 300 jours par an, la température extérieure est mortelle. 800 millions de personnes vivent dans ces zones rouges. Ça veut dire 800 millions de réfugiés climatiques. Quand on voit à quel point quelques millions de Syriens ont pu mettre la pagaille, si je puis dire, pardon, c'est pas du tout une accusation, mais ont pu entraîner quelque chose qui a beaucoup déstabilisé en Europe, imaginez 800 millions de personnes sur les routes. Franchement, moi je préfère ne pas imaginer. Et parlons un peu de solutions. Et pour parler de solutions, il faut évidemment connaître les causes. La cause de tout ça, c'est bien connu, c'est le CO2. Et aussi un peu le méthane, et aussi un tout petit peu le protoxyde d'azote, et puis quelques autres. Notre richesse s'est faite sur les énergies fossiles. Elle s'est faite sur le charbon, le grand développement du 19e siècle. Elle s'est faite sur le pétrole, ça a été la mobilité à outrance extraordinaire. Sur le gaz, bon, ça sert quand même un petit peu dans l'industrie pour se chauffer. Et voilà, et tout ça, c'est notre mode de vie qui a fait que de plus en plus, nous avons consommé des énergies fossiles. Et nous sommes aujourd'hui à 40 gigatonnes de CO2 par an. Désolé, je vais donner quelques chiffres. 40 gigatonnes de CO2 par an. La moitié va dans l'atmosphère, la moitié est absorbée par les écosystèmes. Sur la moitié qui est absorbée, 2 tiers par la photosynthèse, hein, les arbres, tout ça nous rend bon service. 1 tiers par l'océan. Et donc il y a 20 gigatonnes qui sont rajoutées, et vous l'avez vu tout à l'heure, on rajoute une épaisseur à la couverture, hop, un peu de degré en plus. Bon, alors, quand on sait ça, il faut travailler un peu les chiffres. On a mis 2500 gigatonnes de CO2. On a 1,1 degré d'augmentation. Donc les scientifiques se sont mis au travail, ils ont construit les modèles, avec la paléoclimatologie, avec la climatologie, toutes les mesures qu'on peut faire un peu partout. Et ils en ont déduit que si on continue, mêmes émissions qu'aujourd'hui, je ne parle pas d'augmentation parce que là, on crève tous les plafonds, si on continue comme aujourd'hui, la température augmentera entre 2,5 et 4 degrés. Donc on aura nos 800 millions de personnes sur les routes. L'accord de Paris, formidable, l'accord de Paris. Tous les pays se sont dit, allez, on va faire quelque chose. Et après avoir dit, on va faire quelque chose, il fallait qu'ils s'engagent. Ils donnent chacun leur engagement individuel. Donc, on additionne les engagements individuels et ça nous mène à entre 2,1 et 3,5 degrés. Donc vous comprenez pourquoi il y a un enjeu à la COP, c'est que ça ne le fait pas, ça ne boucle pas, on ne peut pas. Parce que pour pouvoir garder une température conforme aux accords de Paris, c'est-à-dire le plus proche possible d'une augmentation de 1,5 degré et très largement en dessous de 2, il nous faut émettre entre 50 et 1000 gigatonnes de CO2. C'est 40 années d'émission, mais évidemment, on ne va pas émettre comme des sagouins pendant 40 ans et puis doucement dire on arrête. C'est une pente comme ça. Et on n'y est pas. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens s'excitent pour dire
on devrait faire quelque chose. Alors, souvent après on entend dire oui mais c'est pas moi, c'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est... Hein? Ben non, en fait, on est 8 milliards sur Terre. Alors c'est vrai, nous ne sommes que 70 millions, mais il serait amoral de ne pas faire notre part. Le budget carbone par personne à l'horizon 2050, 2 tonnes. Aujourd'hui, on est à 10. Il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Diviser par 5. C'est un petit peu compliqué. Donc maintenant un quiz. À votre avis, quelle est l'activité qui émet le plus de CO2? L'alimentation. J'ai eu transport à droite, je crois. Les transports. Bravo. 27%. Mais j'ai eu un autre agriculture qui est arrivé aussi assez fort. Et c'est pas mal. Je vois que vous avez 24% l'alimentation. Après, les biens de consommation. On rentre là-dedans tout le numérique, les fringues, enfin tout ce que l'on consomme. L'énergie des bâtiments, très important. Bon, vous savez, il y a encore beaucoup de chauffage au fioul, beaucoup de chauffage au gaz. Il souffre un peu en ce moment, je crois, avec l'augmentation des prix. Et 14% les services collectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit diviser par 5, il doit en rester 20%. Il y a un effort à faire partout. C'est pas la peine de dire non, c'est plutôt ça. C'est même pas la peine. C'est partout, systématique, systémique. Oui. Est-ce que vous pouvez détailler alimentation, transport, on comprend bien, alimentation? J'aurai quelque chose d'un peu plus détaillé derrière. Parce que là, on parle de problème, après on parlera de solution, et dans la solution, on va en parler effectivement. Bon, et le reste, les 4%, construction et gros œuvres. Alors, je fais un petit peu de publicité. Est-ce que vous pourriez passer la d'avance? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on aura accès à la présentation? J'enverrai un certain nombre de... pas toute la présentation, il y a un peu de... Mais j'enverrai notamment, j'ai bien noté Jean, la précédente, c'est-à-dire le camembert. Ou mieux encore, je vous donnerai des références, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, tout ce qui là est sourcé, c'est scientifique, c'est des études, c'est des chiffres officiels. Donc j'enverrai les sources hein, pour tout ça, vous aurez beaucoup de détails. Le plan de transformation de l'économie française, si on veut y arriver, il faut un plan, parce que si on n'a pas de plan, on est comme un canard sans tête. C'est difficile avec nos politiques qui parfois ont du mal à la planification. Ce que l'on a fait avec ce qu'on appelle le PTEF, donc ce plan de transformation de l'économie française au Shift Project soutenu par les shifters, c'est de regarder tous les secteurs les uns après les autres et de dire, pour être en ligne avec les accords de Paris, il faut que je fasse moins X% ici, moins Y% là, etc. Tous les uns après les autres. Et on regarde les moyens, qu'est-ce qu'il faut comme homme, qu'est-ce qu'il faut comme matière première, qu'est-ce qu'il faut comme énergie, tout, sauf qu'est-ce qu'il faut comme finance, ça on n'a pas regardé combien ça coûtait. On s'est dit peut-être que quelqu'un aura la bonne idée de dire quoi qu'il en coûte. Mais donc, hors finance, on a regardé ça et on dit ben voilà comment on pourrait faire dans les transports, voilà comment on pourrait faire dans l'alimentation, dans l'agriculture, etc. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc parlons du transport. On fait en moyenne tous 12 700 km par an. Alors, encore une fois, c'est un Français moyen. Il y en a qui s'explosent. Ne soyons pas naïfs. Plus on a d'argent, plus on consomme, plus on émet. Les 10% les plus riches doivent être à peu près, je crois, à 3 fois la moyenne du pays. Et quant au 1%, là, on ne compte même plus, ça devient indécent. S'attaquer au transport, c'est compliqué. Enfin, s'attaquer. Essayer de réduire les transports, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est lié au mode de vie, c'est lié à l'image de la voiture qui est omniprésente aujourd'hui un peu partout. Un peu moins maintenant avec le vélo, mais ça c'est assez récent.
Les voyages, en moyenne 20 km, pour les courtes distances, enfin, donc les moyennes distances en dessous de 80 km, ça représente 60% des transports. Les longues distances, 40% des kilomètres, des kilomètres. Donc, tout ça, il faut le regarder en même temps. Encore une fois, c'est ce qui a été fait. Et la première cause, évidemment, ce qui génère le plus de CO2, c'est notre bonne voiture. Ça en génère à la fabrication un monstre de 1,5 tonne ou 2 tonnes, le beau SUV de ville. C'est cher en CO2 à produire. Et après, quand ça roule, là, je n'en parle même pas. C'est 77% du problème. Le deuxième, c'est l'avion. Sachant que l'avion, il y a toujours une question un petit peu de justice. C'est-à-dire que l'avion, c'est certes 16%, mais en fait, c'est 10% de la population mondiale qui prend l'avion. 10%. C'est-à-dire 10% des gens prennent 16% de la ressource carbone, si je puis dire. Les transports publics, 7%, c'est évidemment très très inférieur. Et le vélo, ça fait 0. Enfin, quasi 0. Il faut le construire, mais si vous voulez, quand on est sur les ordres de grandeur des précédents, on ne sait même pas l'épaisseur du trait. Donc, en première approximation, physiquement, c'est 0. Par rapport au reste, encore une fois. Pour la voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, transport modal. Du vélo, des transports en commun. Dans le vélo, on fait tomber à quasi 0. Transport en commun, on divise par 3. Oui. Le vélo non électrique. Ah, vraiment? Si le vélo à 4 000 €, il pollue. Ah bon? Ah non, il pollue. Non. Le prix, les métaux. Non, mais attends, je ne dis pas qu'un moyen ne pollue pas. Il faut comparer ce qui est comparable. Entre une voiture, même pas électrique. Non, mais sans comparer. Non, mais même une voiture. Ça pollue, c'est tout. Oui, non, mais notre objectif n'est pas le zéro pollution. On n'arrivera jamais au zéro pollution. Jamais. On n'arrivera jamais au zéro carbone. Il y en aura toujours qui sera émis et qui sera recapté par les Ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire qu'un vélo sans moteur électrique, sans batterie, pollue largement moins qu'un vélo électrique. Absolument. Mais le dit vélo électrique étant évidemment beaucoup moins polluant en termes de CO2 et de tout le reste qu'une voiture électrique ou thermique. À l'usage, hein. Thermique ou électrique, vous dites? Oui. Électrique, si ta voiture elle fait moins de 50 000 km dans son cycle de vie, enfin, elle fait moins de 50 000. Donc il y a toujours des questions sur les voitures électriques. Donc une voiture électrique, si elle fait moins de 50 000 km dans son cycle de vie, effectivement, comme il y en a plus de carbone pour la fabrication et moins à l'usage, on est entre 30 et 50 000 suivant la voiture, suivant sa taille. Si vous avez une Tesla de 2 tonnes, un monstre, pour transporter vos 75 kg moyenne, certes, ça fait en France 2 fois moins ou 3 fois moins de carbone que la même chose en voiture thermique, mais ça reste pas génial. Ça veut dire que pour les voitures, on a un certain nombre de choses à faire de bon sens. La première chose, covoiturer, la moyenne du nombre de personnes en voiture, c'est 2. Et quand c'est les trajets du quotidien au bureau, c'est 1,2. Il y a 1,2 personnes par voiture. On divise par 2 la trace carbone dans une voiture en pas aussi vite que ça. Voiture plus petite, bon les SUV on le sait, c'est catastrophique sur la partie climat. Et le dernier, le plus drôle, l'éco-conduite bien sûr, parce que à 110 km/h par rapport à 130 km/h, on consomme 20% de moins. C'est physique, c'est MV2. Alors, il y a toujours des gens qui disent oui, mais vais plus vite donc. Mais quand on fait 10 litres au 100 km d'un côté et 8 litres au 100 km, 8 litres au 100 km à 130, 8 litres au 100 km à 110, eh bien, on consommera moins à 110. C'est le principe de la consommation par kilomètre. Et c'est le principe du fait que la résistance, l'énergie étant proportionnelle au carré de la vitesse quand on arrive à ces vitesses-là, c'est physique, c'est comme ça. À moins de changer le loi de la physique, on ne changera pas, hélas, cette loi. Alors après, on peut être d'accord ou non avec cette mesure. Mais encore une fois, ça le diminue. D'où ici les 20%, sachant qu'en éco-conduite, il n'y a pas que la vitesse maximum, il y a aussi la façon de conduire. Donc,
Ça, c'était pour la voiture. L'avion, à votre avis, un Paris-New York, en impact CO2, c'est combien par rapport au budget annuel des accords de Paris 2050? Un avion d'aujourd'hui, c'est 2 tonnes. Ah, ça tombe bien, je fais mon aller-retour Paris-New York, j'ai utilisé mon, entre guillemets, budget carbone de l'année, je ne mange plus, je ne bois plus, je ne bois. L'avion est un vrai problème pour ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, il y a toujours de l'avion et des gens qui consomment beaucoup plus que les autres. Mais après, se pose la question de, entre guillemets, la justice et le partage du bien commun. Mais là, c'est les 2 tonnes calculées sur les 10% qui prennent l'avion. Oui, c'est 2 tonnes par voyage. Et pour les 10% qui prennent l'avion. Oui, pour les 10 10 tonnes par passager. C'est 10 tonnes par... Vous prenez l'avion, en fait, maintenant vous devez l'avoir sur vos billets, on vous dit que ça fait tant de tonnes de CO2. Londres, 1/4 de tonne. Donc, si la déplétion énergétique et le manque de pétrole n'empêchent pas les avions de décoller, dans l'intervalle, le train c'est mieux, surtout pour les voyageurs. On divise par 10 l'empreinte carbone. Je ne parle pas de faire du transatlantique, évidemment, on connaît tous la problématique. Mais, encore une fois, il n'y en a pas pour tout le monde. Bon, donc en gros, on réduit le plus possible l'usage de la voiture, plutôt le train, enfin quand on dit réduire l'usage, c'est réduire la taille des voitures, etc. Électrifier les voitures également, parce que diviser par 3, à voiture équivalente, on divise par 3 la trace carbone. C'est toujours ça de bon de prix. Même si, encore on est d'accord, ça n'est pas parfait, c'est mieux que l'alternative. L'avion, pas d'autre solution que de diminuer. Et l'éco-conduite, donc on fait attention à ce que l'on consomme. L'alimentation, je sais que c'est un sujet qui nous est cher, à nous autres Français. Une bonne alimentation et surtout une nourriture saine et goûtue. Et... Voilà. Bon, c'est la faute à qui? À votre avis, c'est la faute à qui? C'est la faute à Meumeu. Voilà. Donc, ici, la trace carbone des différents aliments. Le bœuf, 239. Des bonnes céréales bien de chez nous, 3. On est quand même sur des échelles qui... oui, je veux dire, en impact. Après, dans un régime végétarien, on a des légumineuses qui rentrent derrière ces céréales. Donc, les légumineuses, c'est tout ce qui est alimentation végétale. Voilà. Donc, là, on a un sujet, sachant qu'en France, on est à 80 kg de viande par personne et par an. C'est 3 à 4 fois ce qui est recommandé par l'OMS. Donc en gros, trop de viande. Trop de viande rouge, cancer, cardiovasculaire, enfin, tout un tas de joyeux. Je n'ai pas de poisson ici. En fait, ce sont les grammes, ce sont les c'est le nom, pardon, c'est les kilogrammes d'équivalence de gaz à effet de serre. Je reviendrai là-dessus. Pour chacun des mets. En gros, c'est pareil, c'est la même chose. Non, mais ça représente quoi le... C'est-à-dire que pour 1 kilo... Le pictogramme. Ça, pardon, c'est du fromage. Ah oui. Alors le 8, c'est du lait, quoi. Le 8, c'est de la boisson. De façon générale, ça peut être du lait ou autre chose. C'est du Le lait, c'est la vache. Oui, vous avez raison. C'est de la boisson haute. C'est un jus de fruits, c'est tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai que le jus de fruits, c'est aussi... Voilà. Du mouton, le mouton, Oui, tout n'est pas là. Pour ceux qui sont passionnés, vous me le rappellerez, je vous mettrai le lien
Et vous aurez tous les facteurs d'émission de tout ce qui existe dans la base ADEME. Il y a quelques milliers. Et donc ça permet de se faire une idée. Bon. C'est la photo bœuf. Alors, première raison, le bœuf, quand il rumine, enfin la vache, le bovidé, quand il rumine, émet du méthane. Le méthane, c'est 30 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Donc, c'est extrêmement délétère pour le carbone. Alors, mais pas que, en fait. Derrière la production de viande, il y a un certain nombre d'autres facteurs qui sont assez embêtants. Le premier, c'est la déforestation. Pour faire paître, ou parce que les Brésiliens, ils ont envie de faire du soja, de l'exporter partout dans le monde, ils crament l'Amazonie et hop là, et ça, évidemment, ça fait une production de CO2 énorme, et ça enlève les puits de carbone. Donc, c'est souvent ce que mangent les animaux qui est encore plus mauvais que ce qu'ils émettent. Là-dessus, il y a des engrais. Tous les engrais aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est fait à partir d'ammoniac, donc tout ça. Ça génère dans la fabrication des gaz à effet de serre. Il faut réfrigérer, c'est de l'énergie. Il faut transporter, il faut des emballages. Et donc, dans le kilo de viande qu'on a vu tout à l'heure, il y a tout ça, en fait. Parce que la viande, c'est pas le bœuf qui arrive directement dans l'assiette. Avant, il y a eu un peu de boulot et donc un peu de CO2. Bon. Alors, évidemment, quand on passe du côté de la carotte, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'on fait disparaître un certain nombre de choses sur la déforestation. On engraisse rarement les carottes avec du soja. En revanche, il y a des serres souvent pour nos légumes, donc on en a un peu. Mais les légumes, ça s'achète aussi au marché, c'est pas mal, de saison locale en vrac. Et à ce moment-là, on enlève tout un tas des sources de carbone. Tout ça pour dire, si on veut sérieusement décarboner notre alimentation, vous vous souvenez, on doit diviser par 5 d'ici à 2050 nos émissions. 25%, c'est l'alimentation. 24. Moins de viande, diminué par 2 ou par 3 dans les plans qu'il y a, on diminue par 2 ou 3. C'est entre autres la viande. Oui, c'est vrai, absolument. C'est moins de viande de bœuf, mais peut-être de la viande de bœuf de meilleure qualité, parce que suivant la façon dont elle est produite, bien sûr, celle qui est nourrie au soja brésilien, etc., c'est pas la même chose que celle qui pèse dans les alpages, où de toute façon il ne pousserait pas grand-chose d'autre que l'herbe, etc. Donc, après, il y a, sur la moyenne que vous avez vue, il y a du bon et du moins bon, mais en gros, en termes de qualité et de quantité, il faut améliorer la qualité, diminuer la quantité. C'est ça pour la viande. Cuisiner de saison et local, c'est une évidence, tout ce qui vient de loin. Et puis cuisiner, parce que tout ce qui est manufacturé, c'est du carbone encore une fois. Je n'en veux pas d'un et à Nestlé, néanmoins, les plats préparés maison, c'est pas mal. Voilà, et le gaspillage, 30% de la nourriture est gaspillée. 30% de la nourriture part à la poubelle. Et donc là, on a un... C'est global, tout compris, bien sûr. Bien sûr, la restauration, pour ça, c'est énorme. Énorme. Bon. Ça paraît énorme, mais encore une fois, dans le plan de transformation, tout ça a été analysé, on regarde, diviser par 2 ou 3 la consommation de viande, ça se fait pas. Nous, c'est ce qu'on a fait personnellement, on va dire même pas plus que ça, depuis une dizaine d'années. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas, mais ma fille est encore plus écologiste que moi. Et donc, les nouvelles générations, il y a énormément de véganes, énormément de végétariens, poussent un peu pour dire « Attends, tu nous racontes des choses sur le climat, mais tu devrais peut-être mieux se bosser un peu. » Voilà, donc je ne sais pas si ça évoque des choses chez vous.
Mais chez nous, c'était un peu ça. Alors, maintenant, parlons des biens de consommation. Les biens de consommation, vous vous souvenez, c'était le troisième élément. Bon, là, vous connaissez les 3 R, j'imagine. On ne sait pas les 3 R. Ah. Réduire. Réduire. Je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'on est quand même bien consommateur. On a des sociétés extrêmement consommatrices. Réduire. Réutiliser. Avant de recycler, oui, recycler, c'est le troisième. Réutiliser. Je réutilise. Et je recycle. Je n'oublie pas l'infobésité, vous savez, quand on parle d'infobésité, c'est-à-dire que ça c'était mon métier d'avant, la trace carbone du numérique est déjà plus importante que l'aviation et surtout est en croissance continue, à 2 chiffres. Et donc là on est devant un phénomène énorme. Tout ça pour télécharger la vidéo du petit dernier qui fait ses premiers pas ou la plus grosse utilisation doit être aujourd'hui sur le porno. Est-ce qu'on en a vraiment absolument besoin? Donc réduire, vous vous souvenez, à gauche, réduire. Ça c'est juste pour montrer que dans cette partie IT informatique, ce qui compte, ce sont les terminaux. Ça représente presque les 3/4 de la trace carbone. Et là-dedans, la fabrication, c'est quelque chose d'énorme. Parce que ce sont des métaux à l'intérieur qui sont extrêmement complexes à aller chercher. Des métaux rares ou des terres rares. Et donc, attention au numérique. Bon, voilà, donc on recycle, enfin, on réduit, on achète moins et meilleure qualité pour plus longtemps. J'ai un Fairphone, par exemple. Ça tous démontre, tout peut changer. C'est absolument génial et je compte le garder au moins 7 ou 8 ans. Je crois que la vie moyenne d'un smartphone aujourd'hui, c'est entre 18 mois et 2 ans. C'est une moyenne, absolument. Alors, c'est vrai que les choses sont en train de changer, on est bien d'accord, mais jusque-là, c'était ça les chiffres. On a vu devant les boutiques Apple de traitement faire la queue pour avoir les derniers modèles. Bon, donc on réutilise et on recycle. Tout ça peut nous permettre, certes ce sont des efforts, mais de réduire absolument drastiquement. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous prendre l'un après l'autre. Bon, vous devez imaginer que le chauffage, c'est la chose la plus importante dans l'énergie utilisée. Le chauffage, c'est surtout à cause du gaz et du fioul qui est encore beaucoup trop utilisé. À quand l'isolation des bâtiments et des pompes à chaleur pour avoir enfin une sobriété énergétique? Oui. C'est... Les villages qui sont défigurés par des blocs clics en façade. Oui, alors il y a des faces. Alors c'est vrai que posé comme un sagouin, il y a. On parle de trace carbone. Tout consomme de l'énergie. Il y a une remarque, c'est énergivore. Tout est énergivore. La question c'est de savoir à quel point. Si on prend 1, c'est pas comme si on prend 100. Lorsque vous utilisez du fioul, c'est évidemment extrêmement émetteur de CO2. Lorsque vous avez une pompe à chaleur, avec en plus donc ce facteur de 3 ou 4 dans l'efficacité, c'est bien meilleur. L'esthétique, oui, c'est un problème, absolument. Il y a de la géothermie sur la partie pompe à chaleur. Enfin, alors, personne ne dit que tout le monde doit le faire. Je crois que la question aujourd'hui, c'est plus quel pourcentage il faut faire passer, et c'est ça qui a été fait comme travaux. C'est en se disant, eh ben, on va essayer d'en faire passer 70%, 80%, 50%, suivant les cas, suivant les usages, de façon à être dans la trajectoire de l'accord de Paris et essayer d'avoir une température qui reste relativement clémente. Bon, on estime que un tiers des efforts est à faire par les particuliers, 2 tiers c'est les entreprises. Mon métier, moi, c'est plus de travailler avec les entreprises. Aujourd'hui, je parle sur une présentation pour les particuliers.
voilà ce que ça pèse, en gros, par rapport au reste. Les gisements de baisse CO2, elles devront venir aussi des sociétés et des entreprises. Pas seulement des individus. Bon, je passerai là-dessus pour dire que ce qui induit des changements, c'est le vote, la consommation et, bon, je suis avec des gens ici qui sont financièrement aisés, et l'épargne extrêmement important. C'est pas la même chose si vous financez les frères Koch et leurs usines de charbon, ou si vous financez une transition vers l'agroécologie ou les pompes à chaleur ou, voilà, ou l'isolation des bâtiments. J'entends à vos remarques que ça sera compliqué, on le sait. C'est extrêmement difficile parce que ce qui a fait notre richesse, ce sont ces énergies fossiles. Et il faudrait que la baisse des énergies fossiles ne s'accompagne pas d'une pauvreté. Sinon, ça ne fait pas envie. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à voir ce que l'on peut baisser, là où on peut faire des efforts raisonnables, de façon à obtenir la cible. Il y a encore du travail, et j'espère quand même qu'on y arrivera. Alors, j'aimais bien ce qu'il y avait marqué sur le Rotary, à moins que les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable. C'est exactement l'esprit des shifters, qui est un esprit de changement durable, vous l'avez compris, qui est on se rassemble dans la convivialité et la bienveillance pour travailler ensemble et essayer d'influencer la société, les individus, les entreprises, les collectivités, à nous décarboner. Je m'arrêterai là. Je vous remercie. J'ai tenu dans les temps, c'est plus rapide que d'habitude. Il y a quelque chose dans la recette et vous avez forcément des questions. Bien, on remercie. En fait, il y a 10 ans, quand la première fois que j'ai commencé à regarder ça de près, un ami polytechnicien m'a dit « Tu devrais écouter ce que dit M. Jancovici ». À l'époque, il n'était pas très connu. Voilà, donc je suis allé regarder et je me suis dit « Est-ce que Tiens, vous avez une question ? il y a un problème. Et en fait, donc, lui a créé ce think tank, le Shift Project. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui qui l'a créé. Avec d'autres. Il a co-créé le Shift Project pour donc, travailler, un think tank, c'est un laboratoire d'idées, pour travailler sur la décarbonation. Et a été créé ensuite pour soutenir dans le grand public l'action du think tank, qui sont plutôt des entreprises. A été créée donc l'association des shifters, qui poursuit le même but. Donc on travaille en fait ensemble, chacun de notre côté. Et les shifters ont ces initiatives, parmi lesquelles l'université d'été dans laquelle on regroupe tout un tas d'acteurs. Il y en a eu 2 à Lyon, les 2 dernières années, la prochaine sera à Nantes. On discute de tout ça avec du politique, avec du social, avec des collectivités. Quels sont les principaux membres des shifters? Les principaux membres des shifters, tout le monde peut être shifter. Oui, bien sûr, mais Donc, alors, c'est un milieu beaucoup ingénieur. Je pense un peu plus masculin féminin, pas tout à fait à la parité, peut-être parce qu'il y a plus d'ingénieurs hommes que femmes aujourd'hui en France. Assez jeunes, donc beaucoup en fait sont rentrés par là à travers leurs écoles. Lorsque Jean Covici est allé en parler, ça a fait monter la mayonnaise et eux sont assez rapides en fait à s'inscrire, à partir dans une cause. Et c'est une association qui est uniquement en France? Alors non, on a des relais dans d'autres pays, mais les 95% françaises, il y en a des gens en Belgique, des gens au Canada, donc il y a des shifters, il y a des groupes locaux, il y a un groupe local à Lyon, il y en a à Toulouse, Marseille, à Paris bien sûr, Lille, et elle est en train de grossir, elle grossit très vite, hein, on est 13-14 000 en 4 ans, donc ça... Mais elle n'a pas de lien de subordination avec The Shift Project. Il n'y a pas de lien de subordination, en revanche, il y a des gens du Shift Project qui sont membres des shifters, c'est un conseil d'administration, mais elle n'est pas subordonnée, mais on travaille ensemble. Oui, je me permettrai une première remarque, c'est que vous avez cité comme seule énergie le soleil, alors que l'énergie atomique, surtout en France, est loin d'être négligeable. Je pense que c'est une erreur grossière que d'éviter d'utiliser cette énergie. Deuxième chose que je voulais vous dire,
moi-même eu l'expérience. Je vais répondre aux questions une par une, ça sera plus simple. Je voulais dire que la Terre se réchauffe. Si la Terre se réchauffe, c'est pas en mettant plus de centrales nucléaires qu'on réchauffera l'atmosphère de la Terre. Ce qui réchauffe la Terre, c'est le fait que les rayons du soleil reflétés avec les infrarouges soient J'ai bien reflétés. compris, monsieur. J'ai très bien compris votre Vous avez très bien compris. Donc, ce n'était pas Elle est grossier. tellement partisane qu'elle n'arrive pas à convaincre complètement. Alors, attendez. Donc, vous parlez de... Je n'ai pas parlé des sources d'énergie. En France... C'est ce que vous avez dit au départ. Vous avez dit au départ, on a une seule de source production d'électricité. C'est À quoi sert l'énergie nucléaire? À part détruire des... Bon, je crois que monsieur, je cesse de vous interviewer. Non, mais laissez-moi répondre. Non. Donc, alors, le nucléaire est toujours un sujet chaud, en fait, au sein du Shift Project, qui est plutôt pro-nucléaire. Jean Covici a des positions pro-nucléaires très fortes, avec des écologistes historiques qui sont plutôt anti-nucléaires. Mais de façon générale, le Shift Project est plutôt pro-nucléaire. Mais on considère que c'est une discussion à part. Pourquoi? En France, on a la chance d'avoir une énergie décarbonée parce que 70% de nucléaire, 20% d'hydro et pas grand-chose pour le reste. Ça veut dire 90% de notre énergie étant décarbonée. Aujourd'hui, la question de décarboner nos productions électriques ne se pose pas. Peut-être il ne faut pas faire de bêtises et remplacer une énergie décarbonée par une énergie décarbonée. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais on n'a pas, si vous voulez, à travailler en disant on va décarboner ce qui l'est déjà. Peut-être une dernière question. Si, je vais essayer de la placer, mais elle rejoint un peu ce que disait le prédécesseur. C'est que votre exposé porte sur les économies d'énergie pour essayer de limiter les écarts. Il me semble que le plus important, c'est d'arriver à transformer les productions d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz, etc., par des énergies qui soient propres. Donc, il y a le nucléaire, il y a l'éolien, etc. Et c'est là que je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts. Ah mais j'avais dit le contraire. L'électrification est on en parlait sur la partie résidentielle, l'électrification c'est le moyen de diminuer drastiquement la trace carbone de nos bâtiments. Absolument. Et l'électricité. Je suis désolée, l'heure rotarienne et l'heure rotarienne c'est 14h. Bien sûr, ceux qui veulent continuer à discuter, un grand merci. Déjà merci à vous. Merci.